Peut-on faire confiance à nos banques? Peut-on encore faire confiance à nos banques? Il y a quelques semaines, quelques jours même, on vous riait au nez si vous osiez poser une telle question absurde, stupide. Comment pouvait-on, osait-on douter de la solidité, de la solvabilité de nos établissements bancaires? Décidément, vous étiez à côté de la plaque. Pour un peu, on vous aurait accusé d'être un antipatriote. Et puis voilà que les choses changent. À la bourse, c'est la panique. Les valeurs des grands établissements bancaires, la Société Générale, BNP Paribas, le Crédit Agricole, chutent, s'affaissent, repartent. Le cours de la Société Générale, 143 € en 2007, moins de 18 €, vous avez bien entendu, moins de 18 € aujourd'hui. L'agence de notation Moody's pourrait même décider d'abaisser la note de nos banques, comme celle de vulgaire grec, j'allais dire. Et puis on nous raconte n'importe quoi. Au même moment, le ministre de l'économie, François Baroin, explique qu'il n'y a pas de problème. Quel que soit le scénario grec, les banques françaises ont les moyens d'y faire face, affirme-t-il. Au même moment, l'ancienne ministre de l'économie, l'actuelle patronne du FMI, Christine Lagarde, dit exactement le contraire. Il faut, dit-elle, augmenter leurs fonds propres. Alors je vous le demande, qui y croire? D'autres encore nous expliquent la main sur le cœur. Mais dans tous les cas, l'État a tout prévu, jusqu'à 100 000 € vous serez pris en charge en cas de dépôt de bilan. C'est inscrit dans la loi, autant dire dans le marbre. Naïf, vous demandez alors si l'on a à provisionner de grosses sommes, 2 petits milliards d'euros. Je vous le dis, pas de quoi faire face à un tsunami bancaire si demain, et plus personne ne peut l'exclure, la Grèce est en faillite. Oui, j'ai le sentiment qu'on nous ment au plus tôt, qu'on nous rassure à bon compte. Je ne crois plus les économistes qui nous expliquent doctement que nous n'avons rien à craindre. Je ne les crois plus quand ils disent que la Grèce va rembourser ses dettes et ses créanciers en commençant par les banques françaises. Je ne les crois plus quand ils disent que l'euro est la seule solution, le seul horizon. Je ne les crois plus quand ils nous expliquent que nos banques sont solides, qu'elles ne craignent rien. Vous l'avez compris, à la question « Peut-on encore faire confiance à nos banques ?» Personnellement, je réponds non. Et vous, qu'est-ce que vous en dites? Alors, vous êtes inquiet ou pas pour vos économies? Vous pourriez retirer votre argent de votre banque? Vous l'avez imaginé? Vous avez commencé à le mettre en œuvre? On en parle ensemble. Vous faites le 36-28, vous dites Sud Radio. Je vous attends tout de suite. Ménard en liberté, sur Sud Radio. 7h15 sur Sud Radio, 36-28, vous dites Sud Radio, vous connaissez la question du jour. Peut-on faire confiance à nos banques? Faites-vous confiance à votre banque? Est-ce que vous êtes prêt à laisser votre argent ou au contraire, vous pensez à des solutions alternatives et auxquelles vous appelez le 36-28, vous dites Sud Radio et vous êtes en direct avec nous. En direct avec nous et avec Olivier Pastré. Olivier Pastré, bonjour. Bonjour. Alors, je vous présente, vous êtes économiste à Paris 8, une sommité, un des patrons du cercle des économistes. Olivier Pastré, honnêtement, on comprend rien du tout. Je le disais tout à l'heure, on voit dans la même journée l'actuel ministre des Finances, François Baroin, nous dire « pas de problème », en gros, les banques ont les reins solides. Et au même moment, on entend l'ancienne ministre des Finances, Madame Lagarde, dire le contraire, dire « ah non, il faut les recapitaliser ». Qu'est-ce qui est vrai, Olivier Pastré? Qui faut-il croire? C'est la seule chose qu'on a envie de savoir. Je dirais qu'on est mal parti avec votre édito, parce que vous aviez l'air extrêmement pessimiste. Je vais essayer de vous rassurer. Rassurez-nous. De rassurer les auditeurs. Vous disiez tout à l'heure, je ne crois pas à la solidité des banques françaises. C'est le mot croire qui me choque. On n'est pas dans le domaine de la foi. C'est un peu le problème de la période. C'est que on échange des croyances. Essayons de regarder les choses comme elles sont. Les Baroin et Christine Lagarde ont tous les deux raison. Ah ouais, mais ça j'avais pas compris qu'on pouvait dire blanc et noir et avoir tous les deux raison. Non, si vous écoutez bien ce qu'ils ont dit, ils n'ont pas dit blanc et noir. Baroin a dit les banques françaises sont solides, et j'essaierai de démontrer que c'est le cas, et Christine Lagarde a dit il faut qu'elles augmentent leurs fonds propres.
Le fait d'être solide n'empêche pas de prévoir des difficultés demain et de renforcer ses fonds propres. Je ne crois pas que le renforcement des fonds propres soit une solution absolue. Mais en tout cas, il n'y a pas de contradiction. Attendez, Olivier Pastré, les patrons, on a des déclarations là de patrons des banques françaises qui disent mais non, on a assez de fonds propres, le ratio, enfin on va pas rentrer dans les détails, les ratios, on les dépasse largement, il n'y a aucun problème. Alors qui nous dit la vérité quand même et qui reproche même à Christine Lagarde d'avoir tenu ce propos. Mais la vérité est subtile, c'est pas blanc ou noir. Quand les patrons disent nos banques sont solides, ils ont pas tort. Vous disiez, je ne rentre pas dans les détails, mais il faut rentrer dans les détails. Les fonds propres, c'est quoi? C'est l'argent que les banques possèdent en propre, qu'elles n'empruntent pas, qu'elles ont. C'est vrai que plus on a d'argent devant soi, dont on est propriétaire, plus on est capable de faire face à une crise. Ça, je comprends. Là, j'ai compris. Tout le monde comprend ça. Objectivement, aujourd'hui, les ratios de fonds propres des banques françaises sont relativement bons. Là où je vais dans votre sens, c'est que vous allez me dire, oui, mais Lehman Brothers, au moment de sa faillite, avaient des fonds propres très importants. Je serais obligé de répondre. Je vous le fais pas dire. Les fonds propres ne sont pas une garantie absolue. Simplement, c'est un moyen de consolider un système bancaire. Encore une fois, je passe suffisamment de temps à critiquer les banques pour pouvoir de temps en temps, les banques françaises, pour pouvoir de temps en temps dire du bien de leur situation et de leur stratégie. Aujourd'hui, les banques françaises sont plutôt bien capitalisées par rapport à leur Olivier Pastré, est-ce que ça veut dire que les 48% des Français qui doutent de la solidité des banques sont 48% de gens qui se trompent? Non, oui. Oui, Robert Ménard, le doute est une vertu pour un scientifique. Ne jouez pas sur les mots. Est-ce que oui ou non, ils ont raison de se dire peut-être que mes économies, il y en a 16% qui veulent placer leur argent ailleurs que dans leur banque? Je pense que ceux-là ont tort. Il n'y a aucune espèce de raison d'avoir peur pour ces économies, comme vous dites, parce que, et vous l'avez cité dans votre éditorial, il existe un système qui s'appelle le Fonds de garantie des dépôts, qui est là pour faire face jusqu'à 100 000 euros à une défaillance bancaire. Donc, attendez, Olivier Pastré, j'ai fait une petite division. Alors vous me direz que c'est de la mauvaise foi de ma part, du simplisme, de la bêtise même. Ça fait 30 euros par Français. Non mais attendez. 30 euros par Français. Alors vous me direz que c'est pas aussi simple que ça. Mais enfin quand même, s'il y a une catastrophe, si après la Grèce, l'Italie, l'Espagne, il y a des problèmes, vous croyez vraiment que le fonds en question, il va arriver à nous sauver? Non mais le fonds en question mobilise aujourd'hui de l'argent, mais a la capacité d'en mobiliser 10 fois plus. C'est un engagement pris par l'État français, c'est quand même pas rien, de faire en sorte que les Français soient remboursés jusqu'à concurrence de 100 000 euros. Alors, Madame Bettencourt y perdra de l'argent, mais on s'en fout un peu, 98% des Français sont protégés par ce système, et on a un système de garantie des dépôts qui est parmi les plus protecteurs en Europe. Le plus protecteur, c'est les Italiens, mais nous sommes juste après, et donc on a un système qui est relativement sécure. Donc les Français n'ont absolument pas besoin de s'inquiéter. Ils ont besoin de s'inquiéter, c'est pour ça que je reviens au fait que le doute est une vertu. Besoin de s'inquiéter parce que la situation économique mondiale est une situation extrêmement compliquée. Olivier Pastré, je vous pose une question toute simple. Est-ce que si demain, et c'est plus un scénario inenvisageable, si demain la Grèce ne fait pas face à ses remboursements, fait faillite pour dire clairement les choses, banqueroute, ce que vous voulez, et qu'elle ne peut plus rembourser l'argent qu'elle doit à un certain nombre de banques françaises. Jusque-là, si j'ai bien compris, il n'y a pas trop de problèmes, ça représente pas des sommes énormes. Si dans la foulée, ça touchait d'autres pays, est-ce qu'à un moment donné, ce serait un vrai problème? Je parle pas d'un petit pays comme le Portugal, mais on pense tous à l'Espagne ou à l'Italie. Ou est-ce que ce scénario catastrophe, il a aucune chance de se réaliser? À mes yeux, il n'a aucune chance de se réaliser. Si tout le monde se met à dire qu'il va se réaliser, il y a une règle en économie, c'est les anticipations autoréalisatrices. C'est-à-dire qu'à force de dire que ça va mal, ça commence à aller mal. Mais attendez, Robert Ménard, je suis désolé. Si tout le monde dit que ça va mal, ça va aller mal. Je dis pas qu'il faut dire tout va bien, la vie est belle, circuler, il n'y a rien à voir, parce que c'est pas le cas. Mais objectivement, aujourd'hui, il n'y a aucune chance, c'est mon sentiment, vous m'interrogez, il n'y a aucune chance que la Grèce fasse défaut et que derrière elle, d'autres pays fassent défaut. Attention Olivier Pastré, si jamais elle fait défaut,
Je l'ai enregistré ce propos, je vous invite, vous êtes d'accord et vous viendrez m'expliquer. Bien sûr, vous me rappelez. Vous êtes un homme de parole. Olivier Pastré, est-ce que je peux vous faire entendre Frédéric? Elle est de Marseille, je voudrais que vous parliez avec elle et pas seulement avec moi. Olivier Pastré, donc Frédéric, vous êtes là à Marseille? Oui, oui. Alors, est-ce que vous êtes convaincu par ce que vient de dire notre économiste ou pas? Oui et non. Parce que pour moi, la crise, elle est planifiée, elle est programmée depuis des années, depuis la fin de la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que quand les banques ont été nationalisées, elles ont tout fait pour être reprivatisées. Comment ils ont fait? Eh bien, ils ont tout simplement obligé les Français à avoir une banque pour pouvoir récupérer leur argent, l'argent des Français. C'est ce que vous pensez? Vous pensez que c'est machiavélique alors? Ah oui, mais vous savez, quand le 440 et le MEDEF se met en marche, ils prennent leur temps, mais ils y arrivent. Donc c'est la première chose qu'ils ont faite. Il y en a une deuxième? Donc la première chose, ça a été de mensualiser les gens, de reprivatiser les banques. Oui. Et maintenant, ils s'attaquent à l'épargne des Français. Pourquoi vous dites ça? Parce que jusqu'à présent, jusqu'en 2008, le livret A était aux caisses d'épargne et à la poste. Aujourd'hui, la poste, c'est la banque postale. OK? Oui, ça tout le monde le sait, oui. Voilà. Ah, je vous vois venir. Donc vous dites que... Et les banques privées peuvent aussi... donc comment on appelle ça, au livret A. Mais Sarkozy, ayant baissé de 4 à 1,25% le taux, les banques, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont proposé quoi aux petits épargnants? De spéculer. C'est ce que les gens ont fait. Et moi, j'ai plein de gens autour de moi qui avaient une petite somme devant eux, qui se retrouvent aujourd'hui avec rien devant. Même pas la somme mise de départ. Mais par contre, les banques, l'argent des banquiers, elle va où? Elle va dans l'armement. Et vous voyez autant de guerres. Parce que la guerre, ça leur rapporte. L'Afghanistan a coûté 449 milliards de dollars aux Américains. Elle nous coûte aujourd'hui, à nous, Français, à 1336 milliards. Et cet argent, il va où? Attendez, Frédéric, on va se retourner vers Olivier Pastré. Olivier Pastré, vous avez entendu Frédéric? Oui. Derrière ça, il y a quand même l'idée que ces banques sur lesquelles il faut pleurer, elles font aussi beaucoup de bénéfices, que les 60 millions de livrets A, il y a 60 millions de livrets A en France, c'est vrai qu'en les répartissant partout, on a fait encore leur affaire. Vous entendez ça ou vous dites que c'est une espèce de vision conspiratiste folle? Non mais attendez, étant moi-même marseillais, une marseillaise ne peut pas dire des choses qui sont pas raisonnables. Ah, j'ai cru le pire. Mais ceci dit, il y a deux points sur lesquels elle a parfaitement raison. Le premier point, c'est de dire que on est très bancarisé en France. C'est vrai que dans les années 60 et 70, on a poussé les Français à avoir un compte en banque. Ça, c'est absolument vrai. Ce qui est vrai aussi, c'est que les privatisations, dans certains cas, ça a fait perdre de l'argent à des gens qui avaient placé leurs économies, ou une partie de leurs économies, dans des titres bancaires. Ça, c'est deux points qui sont vrais. Attendez, Olivier, pour le reste, on est obligé d'arrêter là. On vous retrouve dans quelques minutes. Il est 7h25, 36, 28. Vous dites Sud Radio et vous êtes en direct avec nous. Mais on se retrouve juste après ça. Sud Radio. 7h, 9h. Ménard en liberté. Peut-on faire confiance à nos banques? En clair, faites-vous confiance à votre banque? On en parle jusqu'à 9h, mais tout de suite, si vous voulez parler, si vous voulez discuter avec les gens en direct sur l'antenne, c'est facile, 36 28, vous dites Sud Radio et vous êtes en toute liberté avec nous. Olivier Pastré, vous m'entendez? Oui. Est-ce que je peux me moquer de vous ou vraiment pas? Allez-y. Est-ce que vous venez d'entendre la nouvelle Moody's, l'agence de notation qui abaisse la note de la Société Générale et du Crédit Agricole? Pour quelqu'un qui vient de me dire que finalement ces banques étaient assez solides, les autres n'y croient pas, non? Est-ce que je peux vous répondre de manière un peu crue? Vous pouvez faire comme vous voulez. Ici, vous faites comme vous voulez et je répondrai de la même manière. Allez-y, Olivier. Les agences de notation, depuis 3 ans, ne disent que des conneries. J'arrive pas à trouver d'autres termes. Ça, c'est un peu facile. Quand elles vont dans votre sens, elles sont bonnes. Quand elles disent le contraire, vous me faites rire. Je vous réponds.
Les agences de notation, je dis pas que c'est inutile, je dis simplement qu'il faut pas les croire comme on croit à la Sainte Vierge, comme certains croient à la Sainte Vierge. Encore une fois, je ne dis pas que il n'y a pas un problème économique majeur. Ça fait 3 ans que je dis ça. Il y a un problème économique majeur. Les banques sont dans une situation délicate. Mais le sujet que vous abordez ce matin est extrêmement grave parce que si vous convainquez, si vous arrivez à convaincre les auditeurs qu'il faut retirer son argent des banques, ça va avoir un double effet. Le premier effet, c'est que les banques, alors à ce moment-là, vont être en difficulté. Premier effet. Deuxième effet qui se coule, les ménages qui ont retiré leur argent des banques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les mettre sous leur matelas. C'est le meilleur. Attendez, Olivier Pastré, je plaide pour rien du tout, je dis mes doutes. Et quand je vois qu'entre le début de la discussion tout à l'heure et maintenant, Moody's, cette agence de notation, alors vous avez raison, on va pas faire une religion des agences de notation et les grands prêtres de la vie internationale baissent la note de 2 des banques françaises, je me dis il y a peut-être un problème. Et je finis par me dire que 48% des Français qui doutent de la solidité de leur banque sont pas 48% de crétins, quand même. Mais attendez, j'ai pas dit que c'était des crétins. Je sais bien que vous vous permettriez pas de dire ça, mais moi je vous le dis. Je dis simplement qu'on peut avoir tort. Je crois qu'aujourd'hui, les Français sont extrêmement bien protégés. Voilà, point. Après, il y a des problèmes dans le système bancaire, je ne vais pas dire le contraire. Que les banques, parfois, traitent mal leurs clients, je ne vais pas dire le contraire. Ah ça, moi je peux vous en dire 2 heures là-dessus, sur la mienne. On pourra en débattre un jour. Mais ceci dit, je crois que les Français sont parmi les citoyens européens les mieux protégés. Voilà, c'est un fait objectif, il y a des chiffres. La garantie des dépôts, ça joue et ça jouera. Une dernière question avant que vous nous quittiez. Frédéric, vous, marseillaise comme vous, puisque j'ai appris que vous étiez d'origine marseillaise, vous aviez envie de lui dire que non, finalement, elle s'inquiète pour rien quand même. Non, je vous ai dit, le doute est salutaire. Il y a de quoi s'inquiéter, encore une fois, on est dans une crise économique très grave, les gens l'ont oublié. En tout cas, certains l'ont oublié, et les politiques leur ont dit depuis 1 an et demi, la crise est finie. La crise n'est pas finie, elle va continuer. Ceci posé, dans cette crise, il faut que Frédéric se rassure, elle reste dans sa banque, il y a des produits financiers qui sont sans risque, et il n'y a aucune raison de céder à un mouvement de panique. C'est le meilleur moyen, ce mouvement de panique, d'accélérer les choses dans le mauvais sens. Frédéric, vous êtes convaincu alors pas... Là, vous me faites rire, parce que là, je rigole, parce que... Il est marseillais, vous pourriez le croire quand même. C'est un grand économiste. Parce que les banques ont été renflouées de 360 milliards d'euros. Et voilà, le tour de passe-passe, ni vu ni contenu. Ouais, ben enfin, elles ont remboursé, elles ont remboursé. Terminer. Prenons un seul exemple. La BNP, qui en 2010 affiche 6 milliards de bénéfices. Ça, c'est vrai, qui gagnent beaucoup d'argent, nos banquiers. Mais ils n'ont pas terminé de tout nous prendre. Et c'est là où vous, économistes, vous me faites rigoler, parce que c'est un scandale. Vous jouez le jeu des banques, vous jouez le jeu du jeu 440, et vous jouez le jeu du MEDEF. Parce qu'aujourd'hui, vous savez ce qu'ils veulent faire? Ils veulent prendre plus d'argent. Et la prochaine truc, c'est quoi? C'est la santé. Attendez, alors Frédéric, on va juste laisser répondre là-dessus. Olivier Pastré, dernier mot, Olivier Pastré. Alors, vous êtes vendu aux banquiers? Non, je suis vendu à personne. C'est ce que dit Frédéric, vous avez entendu. Malheureusement, je suis vendu à personne, sinon je serais riche, mais je le suis pas, je vous rassure. Je voudrais reprendre un point de ce qu'a dit Frédéric. Oui. Les banques ont été renflouées de 360 milliards. Oui, l'État français a prêté 360 milliards. Prêter, c'est pas renflouer. C'est simplement permettre aux banques françaises de passer un cap difficile. L'État a gagné dans cette opération 2,5 milliards. Donc c'est pas le contribuable qui a été mis en péril. L'État français a aidé les banques et a aidé les Français. Pour une fois, il n'a pas fait de bêtises. Donc si c'est pour une fois, Olivier Pastré, merci. On va entendre un autre chercheur en économie, un autre économiste, Philippe Herlin. Vous m'entendez, Philippe Herlin? Oui, tout à fait, bonjour. Bonjour, Philippe Herlin. Vous avez entendu l'échange entre Frédéric et Olivier Pastré. Vous êtes de quel côté? Des économistes qui vous disent non, finalement, le système bancaire est solide, on n'a rien à craindre, ou Frédéric qui dit tout ce beau monde est vendu aux banquiers? Alors, pas étonnant qu'ils nous disent ça. Non, ni l'un ni l'autre, en fait. Je suis ni l'un ni l'autre. D'accord avec l'auditrice, parce que je partage pas toutes les théories du complot et ces choses-là, mais je suis pas du tout d'accord avec Olivier Pastré. Moi, je considère que la Grèce, en fait,
est en faillite aujourd'hui et la restructuration est la seule façon de s'en sortir et c'est inéluctable et il existe un risque réel pour l'Espagne et l'Italie, notamment l'Espagne. Il y a une grande bulle immobilière en Espagne, les banques sont en très mauvaise posture et une restructuration de l'Espagne, c'est un scénario qui doit être envisagé. Attendez Philippe Herlin, ça veut dire que si demain il y a une vraie crise, un défaut de paiement, comme on dit pudiquement, ça s'appelle une banqueroute pour le commun des mortels, de la Grèce, et vous dites finalement c'est quasiment ça, c'est virtuellement ça. Et si demain ça touche des pays infiniment plus riches, infiniment plus importants, avec des dettes infiniment plus importantes, comme l'Italie, ou comme l'Espagne, mais ça va être une catastrophe, monsieur Herlin. Ah oui, tout à fait. Une catastrophe. Déjà, rien que la Grèce, ça va être assez catastrophique parce que l'exposition, en fait, elle est très importante parce qu'il faut savoir, par exemple, pour le Crédit Agricole, a eu la très bonne idée d'acheter une banque grecque en 2006, Emporiki, et quand on regarde l'exposition des Crédits Agricoles à la Grèce au total, c'est-à-dire les dettes publiques et les dettes privées, c'est-à-dire à travers Emporiki, le Crédit Agricole est exposé à hauteur de 27 milliards vis-à-vis de la Grèce. Donc si l'État grec fait défaut, les banques grecques qui ont plein d'emprunts grecs dans leur bilan font défaut également, et à ce moment-là, le Crédit Agricole se trouve en risque avec une perte de 27 milliards d'euros potentiels. Et ça devient déjà extrêmement grave pour une grosse banque. Philippe Herlin, on va... Pour la Grèce, il y a des risques très importants. Philippe Herlin, on va continuer ce débat, mais là, il est 7h41 et vous savez, l'argent, ça existe aussi dans les médias, ça s'appelle la pub. On se retrouve tout de suite après la pub avec notamment Serge Maître, qui est le secrétaire général de l'Association française des usagers des banques. Il va nous dire, lui, s'il y a à craindre pour notre portefeuille. Et vous le savez, 36 28, vous dites Sud Radio et vous êtes en direct avec nous. Et tout de suite sur Sud Radio, retour à la liberté de parole. Ménard en liberté. 7h45 sur Sud Radio, vous le savez, 36 28, vous dites Sud Radio et vous participez à ce débat. Vous nous faites part de vos sentiments, de vos réactions. Est-ce que vous faites encore aujourd'hui confiance à votre banque ? Est-ce que vous avez l'impression que votre argent est protégé ou pas ? Philippe Herlin, oui. Donc vous êtes chercheur en finance, vous êtes un peu plus sévère que tout à l'heure monsieur Pastré, Olivier Pastré, et vous êtes un peu plus inquiet. Je voudrais juste vous faire entendre quelqu'un et que vous discutiez avec lui. Il s'appelle Serge Maître, vous le connaissez sûrement. Oui. Serge Maître, c'est le secrétaire général, je disais, de l'Association française des usagers des banques. Serge Maître, bonjour. Bonjour à vous. Alors Serge Maître, je n'y comprends rien. Je suis dans une banque. Si j'étais dans une de ces 3 banques qui ont perdu tellement de valeur à la bourse. Est-ce que je dois être inquiet ? Est-ce que je dois partir ailleurs ? Vous savez, on peut être inquiet, c'est sans aucun doute vrai, puisque les banques sont fragilisées. Et là, il y a un discours anxiogène actuellement en train de dire, d'un côté tout va bien, et de l'autre côté on regarde la dégringolade des cours de bourse, on regarde l'exposition de nos banquiers au monde extérieur, on voit que Moody's menace de dégrader la cotation de ces banques. Et ils l'ont fait, vous avez entendu, ils l'ont fait tout à l'heure, ils viennent de le faire pour la Société Générale et le Crédit Agricole. C'est inquiétant, Serge Maître. Il y a une fragilisation, et le discours ambiant qui consiste à dire, c'est pas si grave, ou c'est pas grave du tout, ou même il n'y a rien, ça ressemble au discours des 3 singes de la sagesse. En fait, il faut rappeler quand même, puisque le débat est posé de fond, c'est que, en fait, ce n'est pas le client de la banque qui est en train de le fragiliser, c'est nous payons nos emprunts, nous remboursons nos découvertes, nous payons plein de choses à la banque. Non, c'est son activité de BaFi qui est dangereuse. C'est son activité de spéculation sur des marchés financiers. Et là, il faut suivre l'exemple du Royaume-Uni, qui va distinguer dans les activités bancaires entre celles qui sont spéculatives et dangereuses et les activités liées à la banque de détail, c'est-à-dire la banque de guichet, celle du coin de la rue. Mais attendez, Serge Maître, pourquoi on le fait pas ? Ça fait des mois que j'entends ça, et je suis sûr que vous avez raison, qu'il faut séparer la spéculation et puis la banque, au coin de ma rue, dont j'ai besoin au jour le jour. Et pourquoi on le fait pas, Serge Maître ? Depuis 2008 que nous le demandons, je peux vous dire qu'il y a sans doute une complaisance des pouvoirs publics, qui ont visé en octobre 2008, le président de la République qui avait pointé du doigt les banques françaises en disant « elles sont irresponsables, il faut qu'elles fassent leur métier ». On ne s'est pas donné les moyens de faire que ces banques soient pas irresponsables, justement, et on ne s'est pas donné les moyens de sanctuariser la banque de dépôt qui est la nôtre. Et là, maintenant, c'est un projet sans doute qui viendra parce que la Commission européenne s'en est emparée. Il semblerait qu'il y ait déjà des projets à ce sujet, fort avancés dans la réflexion et dans l'action. Maintenant, est-ce qu'on doit paniquer ? On le sait qu'on a les espèces qu'on a sur un compte, ou compte de dépôt, compte d'épargne, même livret A, LDD, ex-Codévi pour les moins oui. et même
plan d'épargne logement sont garantis jusqu'à 100 000 euros. Et comme la moitié des Français gagnent moins de 1 500 euros, vous savez, pour avoir déjà 100 000 euros en espèces sur tous ces comptes, il faut être particulièrement aisé. Serge Maître, est-ce que je peux vous poser une question un petit peu naïve? Je le disais tout à l'heure. 100 000 euros, c'est vrai qu'on les a pas tous sur nos comptes. Loin de là. Malheureusement, on ajoute tout de suite. Mais enfin, si demain, et on écoutait Philippe Herrlin, tout à l'heure, qui vous entend, qui peut intervenir. Philippe Herrlin, vous disiez, la Grèce est virtuellement en état de cessation de paiement. Vous dites, rien n'exclut que ce soit le cas pour l'Italie ou l'Espagne. Mais Serge Maître, si c'était ça, est-ce que vous croyez que le 2 milliards qu'on a provisionné pour ce fonds de garantie de dépôt, ça va suffire, Serge Maître? Disons-le tout de suite, les 2 milliards sont insuffisants. Les banques contribuent depuis le 1er janvier à raison de 100 millions par an à ce fonds. Il est totalement insuffisant. Ça fait 30 euros par client de banque. Et si une banque moyenne dépose un bilan, venez à déposer son bilan. Il est évident qu'on va se retrouver dans la même situation qu'aux États-Unis, avec le fonds de garantie qui était impuissant à faire face là-bas aussi à une faillite bancaire. Et donc il a fallu que la puissance publique, c'est-à-dire les citoyens, les contribuables, viennent de leur poche payer, effectivement. Donc ce sont des sécurités de papier. Là, il est évident que la véritable sécurité pour nos dépôts, c'est la distinction des activités bancaires, parce que... Oui, mais vous dites qu'on l'a pas fait encore. Ça veut dire que quand les 100 000 euros dont vous parliez par déposant, si jamais il y avait une vraie crise, attendez, tout ça ne va résister à rien du tout. C'est ça que vous me dites ce matin? À pas grand-chose, mais quand même, la sécurité de papier fait que la loi s'est engagée, le législateur s'est engagé, et que ça donne déjà une bonne base. Enfin, vous savez, s'il y a une crise, on nous dira, mais attendez, on l'a pas prévu. Écoutez, ça fait des années qu'on nous fait le coup de la crise et des promesses non tenues à cause de la crise. On va recommencer, Serge Maître. Qu'on peut faire le procès d'une certaine illusion, telle que les pouvoirs publics l'organisent. Illusion que, il faut sauver les banques, alors qu'en fait, on organise leur irresponsabilité d'un côté, quand on a eu en 2008 les banques qui ont menacé, qui ont pris nos comptes en otage en disant au pouvoir public il faut nous aider, sinon on arrête les canaux du crédit. On était pris en otage. Et de la même manière, la loi, là, nous donne l'illusion d'une garantie qui, certes, sur le papier, paraît très belle et une véritable sécurité. Sur le papier. Voilà, sur le papier. Et on parle d'argent. Et l'argent, c'est pas que du papier. Mais attendez, Serge Maître, en même temps, Philippe Herrlin, vous me coupez si je dis une bêtise, et j'en dis des bêtises quand même. J'ai vu les chiffres des banques qui gagnent plein de pognon, les banquiers, il faut quand même le dire. Non, c'est souvent en trompe-l'œil, ça. Hein. Ah non, les comptes, c'est ce qui apparaît en tout cas. Non, c'est souvent en trompe-l'œil parce que quand on regarde la hausse des bénéfices des banques, ça se fait en grande partie par une baisse des provisions pour risque. Quand on regarde sur 2010-2011, les banques ont diminué leurs provisions pour risque, alors qu'en fait, ils augmentaient notamment le risque souverain. Et donc, l'augmentation des bénéfices ils ont de moins, artificielle. Ça veut dire qu'ils ont de moins en moins de garanties, c'est ça que ça veut dire? Oui, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez de capitaux propres compte tenu des risques qui arrivent et qui sont des risques souverains qui portent sur des dizaines de milliards d'euros. Philippe Herrlin, écoutez, on va juste écouter nos auditeurs. Vous voulez bien, vous leur répondez. Vous êtes en ligne, Philippe Herrlin. Vous coupez si vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Je vous laisse parler. Paul. Je ne vous entends pas, Paul. Est-ce que je vais vous entendre? Paul, vous m'entendez? Oui, je suis là. Hein. Ah, voilà, on se retrouve. Paul, alors vous faites confiance ou pas confiance? Vous avez entendu, moi je trouve inquiétant ce que vient de nous dire Monsieur Maître, Serge Maître. Monsieur Maître a parfaitement raison, parce que lorsque vous regardez un bilan d'une banque, vous avez ce qu'on appelle des engagements hors bilan, qui sont des choses, des petites boîtes noires dans lesquelles on a mis des risques qu'on ne peut pas faire apparaître. Et les bilans des banques sont toujours des bilans artificiels dans lesquels la réalité des comptes n'est pas affirmée. Alors, moi, je voulais. Mais alors, vous êtes confiant ou pas, Paul? C'est ça que je veux savoir. Je voulais simplement vous dire deux choses. La première, lorsque je vais à la banque en tant que salarié, je vais déposer mon chèque de fin de mois. Lorsque ma femme a retiré l'argent qu'il faut, il me reste un petit quelque chose, je le mets dans une tirelire pour un achat plus tard. Cet argent-là qui est à moi, je ne veux pas que le banquier y touche, je ne veux pas qu'il joue avec, je ne veux pas qu'il spécule avec. Donc vous voulez qu'on sépare la partie banque de détail et la partie spéculation.
Absolument. Oui, on le fait pas. Absolument, parce qu'il y en a besoin. Si je suis chef d'entreprise et qu'à la fin du mois, parce que j'ai une fabrication qui s'est pas bien déroulée, il me manque la paye pour mes 20 salariés, je vais aller voir le banquier, je vais lui demander de me prêter de l'argent. Et voilà, il va prendre un risque. Or, à l'heure actuelle, ce banquier que je vais voir en tant que salarié, ce banquier que je vais voir en tant que chef d'entreprise, c'est le même. Or, ça ne devrait pas être le même. Attendez, Philippe Herlet, est-ce que vous êtes d'accord avec Paul, avec ce qu'il vient de dire? Ça me semble marquer du sceau du bon sens, tout ça. Oui. Ouais, tout à fait. Moi, je suis aussi favorable à la séparation des activités de dépôt, des activités de banque de marché qui sont très risquées. Et c'est deux risques tout à fait différents. Et la meilleure façon de garantir les dépôts, c'est de séparer les activités. Parce que le fonds de garantie, ça c'est du vent. Comme il est abondé de 1,8 milliard, c'est pas du tout suffisant pour... Philippe Herlin, la question que j'ai envie de poser, je pense que Paul sera d'accord avec moi, c'est aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas un peu tard? La crise est tellement avancée. En un mot, s'il vous plaît, en un mot. Non, on a encore les moyens d'agir pour répondre à la crise, mais plus le temps passe, moi, je crois que le problème, c'est qu'on veut pas, on fait du déni, on veut pas prendre en compte, considérer la réalité. Que la Grèce est en défaut et ne peut pas payer. Donc, il faut restructurer la Grèce au plus vite, plutôt que de faire des plans d'aide qui ne font que reculer l'échéance et alourdir la dette publique qui pèse sur les banques et les États. 7h54 sur Sud Radio. 36-28, vous participez au débat. Est-ce que vous ou non, vous avez confiance, vous continuez à avoir confiance dans votre banque? On en parle, 36-28, vous dites Sud Radio. Sud Radio. 7h, 9h, Ménard en liberté. Peut-on faire confiance à nos banques, à nos banquiers? Faites-vous, vous, confiance à votre banque, à votre banquier? C'est facile, 36-28, vous dites Sud Radio, et vous êtes ici en direct avec nous. Alors je vais prendre tout de suite Jean-Marie. Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Marie. Alors vous êtes inquiet pour votre épargne? Oui, cher ami, oui. Oh, inquiet, évidemment. J'ai travaillé toute ma vie, durement, même au-delà. J'ai un petit pécule, qui me rajeunit. On va employer ce mot, si vous voulez, la retraite, qui me la renforce. Bien sûr. J'espère que vous n'avez pas votre argent en bourse, parce qu'en ce moment, vous devez vous inquiéter. Non, à la bourse, j'avais essayé chez AXA. J'ai une amie qui était bien disposée, c'est elle qui m'a fait le placement. Mais vous avez perdu de l'argent? J'ai su que ça régressait, alors je lui ai dit non, je coupe court, je reviens à la base. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait de vos économies? Eh bien, elles sont toujours là. J'en ai un peu à la Société Générale et j'en ai toujours le même global chez AXA. Vous avez vu que la Société Générale vient d'être déclassée par l'agence Moody's. Alors, ça vous inquiète ou pas? Ça m'inquiète évidemment. On retombe, je ne veux pas reprendre l'histoire. J'en connais un peu en 1780 ou 82, la banque là qui avait fait tout. C'était il y a très longtemps, mais c'est vrai que les crises bancaires, ça peut être terrible. Hein? Les crises bancaires, ça peut faire des révolutions. Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, vous qui êtes compétent, qui êtes dans le noyau atomique du système, la sensibilité. Alors sûrement pas. Mais non, mais vous êtes quand même, vous ressentez la question plus que moi. Mais non, pas plus que vous. Je me pose les mêmes questions que vous. Je me dis, est-ce que mes économies dans ma banque, est-ce qu'elles sont à l'abri? Est-ce que demain, si on nous a tellement raconté, vous le savez, Jean-Marie, ça fait des mois qu'on nous dit, mais non, la Grèce, il n'y a pas de problème. Et là, j'entends tout à l'heure des économistes, Philippe Herlin, me dire, ah non, c'est pas seulement la Grèce qu'il va y avoir des problèmes, c'est en Espagne, en Italie. Et je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Je me pose la même question que vous, Jean-Marie. Bon, je vais répondre un petit peu pour analyser un peu la question. Je pense que, si vous êtes d'accord sur le principe de ma pensée, est-ce que c'est pas un débroussaillage de toute cette jardinerie de banque pour essayer d'assainir la valeur bancaire, qu'elle soit réellement représentative pour la personne qui a de l'argent? Est-ce qu'il n'y a pas une tracasserie entre elles, ou est-ce que c'est un mouvement révolutionnaire de remise en cause du système bancaire actuel? Écoutez, je sais pas, on va voir avec vous. Écoutez, Jean-Marie, on va entendre Antoine, par exemple. Antoine, vous êtes là? Oui. Antoine, vous êtes dans les Landes, c'est ça? Ah. Antoine. Oui. Bonjour. Oui, bonjour Antoine. Antoine, alors est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Marie? Vous êtes inquiet ou pas inquiet?
Moi, je suis très inquiet. D'abord, Très inquiet. je vais juste vous dire une chose. Bravo, Monsieur Ménard, parce que vous avez réussi ce matin à tenir tête à l'économiste parce qu'il bafouillait. Oh, non, ben écoutez, c'est pas un exploit. Simplement, j'essaye d'être conséquent comme vous, de poser les questions qu'il me semble qu'on a tous envie de se poser, de poser surtout. Oui, mais bravo, parce que quand une grande personne bafouille, c'est qu'il a beaucoup de choses à cacher. Alors, et vous, qu'est-ce que vous sentez? Comment vous ressentez les choses? Moi, je sens très mal, ça sent le caca, parce que nous sommes dans un pays où nous avons besoin d'argent, nous allons prêter de l'argent aux autres. Donc c'est toujours nous les petits qui allons en combattre. Ouais, ça c'est un truc que je comprends jamais. Je veux dire, vous êtes endetté, moi si je suis endetté, je prête pas à mon voisin parce que j'ai pas d'argent. La France est endettée, plus de 1600 milliards, et on va prêter à d'autres. Avec quel argent, je me le demande. Mais enfin, on m'explique que je suis simpliste quand je dis ça. Non, mais là, c'est au contraire. Vous avez entièrement raison. Il y a des abrutis qui ont des œillères, ils ne voient rien. Si, le fond de leur poche, ils voient. Et c'est toujours le même comme vous et moi et mes collègues qui payent. Qui est plutôt le nôtre. Antoine, on se retrouve dans quelques minutes. 36 28, vous dites Sud Radio, et vous êtes avec Antoine, vous êtes avec Jean-Marie, on discute, et avec des économistes, il y en a d'autres. On va entendre Philippe Simoneau, il va nous parler, lui aussi, des banques, et il est critique. Ménard en liberté sur Sud Radio. 8h15 sur Sud Radio, faites-vous encore confiance à votre banquier. 36 28, vous dites Sud Radio et vous êtes en direct avec nous. Alors en direct, on a des auditeurs, des citoyens, des citoyennes, on a des économistes et les banquiers, me direz-vous. Mais c'est que les banquiers, ils ne veulent pas s'exprimer. Est-ce que les banquiers nous prennent l'argent dans notre poche et en plus nous méprisent au point de ne même pas accepter de répondre à nos questions? C'est invraisemblable. J'attends d'ici 9h qu'un banquier vienne au micro et vienne défendre ses positions. C'est le moins qu'il puisse faire. Philippe Simoneau, vous m'entendez? Allô? Philippe Simoneau, oui, bonjour. Allô? Oui, vous m'entendez, Philippe Simoneau? Très bien. Voilà, alors vous aussi, vous êtes comme moi, vous êtes un peu sévère avec les banquiers, non? Vous êtes économiste. C'est une expérience tout à fait personnelle. Dites-moi. Évidemment, je suis client d'une de ces banques qui sont toujours en difficulté. Je ne vais pas la nommer, évidemment. Eh bien, il y a vous pouvez. J'ai demandé à celui qui s'occupe de mes comptes, je lui ai demandé, monsieur, est-ce que vous avez des subprimes dans vos comptes, dans vos livres? Il m'a dit non. J'ai dit, mais vous êtes sûr? Monsieur Simoneau, je vous jure que non. Eh bien, 3 mois après, on apprenait que cette banque, que je ne vais pas nommer, était gorgée de... Mais il faut la nommer, c'est qui ment comme ça, monsieur Simoneau? Quelle est cette banque qui raconte... Lui-même, il ne savait pas, ce malheureux. Non mais d'accord, mais quelle est cette banque où on ment aux gens? Toute la hiérarchie descendante avait dit, dites à la clientèle, si on vous pose la question, est-ce que vous avez le subprime? Dites-leur non. Parce que, évidemment, s'ils disaient oui, ça voulait dire que la banque en question était en danger. Mais attendez, ça c'est de la tromperie, c'est mentir aux consommateurs. Permanent dans ces banques. Et c'est ça qui... Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que Attendez, je vous pose une question. Vous êtes économiste. Moi, j'ai de l'argent dans une banque. Est-ce que je prends cet argent et je l'enlève parce que je me dis, je vais le perdre? Mais vous allez le mettre où, votre argent? Mais j'en sais rien, je vous pose... Attendez, c'est vous l'économiste, c'est pas moi, c'est à vous que je pose des questions. De toute façon, retirer de l'argent, qu'est-ce que vous allez retirer? Vous allez retirer du papier-monnaie. Donc, vous allez rester dans le même système, vous allez rester avec une monnaie, une fausse monnaie. Et si votre monnaie était gagée en or, alors là, vous retireriez quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que j'aille acheter de l'or, c'est ça? Non, c'est pas ça. Si vous étiez dans un système monétaire, un vrai système monétaire, j'ai compris, évidemment, gagé sur l'or, avec une monnaie convertible en or, vous pourriez récupérer. Mais c'est plus le cas, c'est fini tout ça. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Attendez, c'est votre job. Vous êtes économiste. 48% des Français doutent de la solidité des banques. Ils ont raison ou pas? Ils ont raison. Alors, ils ont raison. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le problème, c'est qu'on est prisonnier. Vous êtes prisonnier de votre banque. Vous pouvez pas changer de banque comme ça. Tous vos comptes sont les factures EDF, Gaz de France, etc. Il y a les prélèvements automatiques, comme tout le monde. Les banques ont fait en sorte de vous rendre prisonnier. Donc ça veut dire quoi? Qu'on est foutu?
Ah vous allez morfler de toute façon. Si c'est pas en tant que client de banque, vous allez morfler en tant que contribuable, parce que toutes ces solutions que l'on préconise de venir au secours des banques, soit de les contrôler, soit de les étatiser, soit de les nationaliser, soit de les renflouer, tout ça finalement ça revient au même, c'est le contribuable qui va payer. Alors écoutez, Philippe Simoneau, vous restez en ligne, je voudrais entendre d'autres sons de cloche. On va entendre d'abord Jean. Jean, bonjour Jean. Oui, bonjour. Jean, vous êtes dans l'Ariège parce que vous dites un peu la même chose au fond. Vous dites on va vers la catastrophe parce que les banques, nos banques, veulent utiliser notre argent pour spéculer. Mais elles veulent pas. Elles le font. Elles le font parce que on a fait voter en 1984, je ne vous dis pas qui c'est qui était au pouvoir, une loi qui a permis aux banques d'utiliser les fonds déposés par les clients pour faire des placements. Ça veut dire que c'est la gauche qui est responsable de ça? Eh ben, écoutez... En 1984, attendez, je traduis, c'est Mitterrand quand même. Eh ben, voilà. Et c'est Fabius. Eh ben, voilà. Alors, quand j'entends tous ces bons socialistes qui poussent des cris d'orfraie parce que les banques font ci, parce que les banques font là, eh ben, j'aimerais bien qu'ils retrouvent un petit peu la mémoire et qu'ils aillent chercher qui c'est qui a fait voter cette loi. Donc vous dites c'est de la faute de la gauche et aujourd'hui elle est mal placée pour nous donner des leçons. En gros, c'est ce que vous m'expliquez. Il me semble bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez à cette époque-là, mais quand même, les SICAV à l'époque rapportaient 14 et 15%. Oui, mais il y avait l'inflation et tout ça à ce moment-là aussi. Hein. Ah oui, mais... Ouais, vous leur trouvez pas d'excuses. On va entendre un autre point de vue, alors différent. Antoine. Oui, non, mais bonjour Robert. Moi, je suis absolument catastrophé et scandalisé par des... Allô Antoine. Oui, m'entendez? Oui, ça y est, oui, moi, je suis catastrophé et j'allais dire scandalisé par ce que j'entends à l'antenne. Pourquoi? Parce que tout ce que pas vous personnellement, mais ce que j'entends et la musique que vous êtes en train de seriner repose sur l'agitation, mais absolument scandaleuse de l'opinion publique. Le système bancaire français dégage en moyenne chaque année 20 milliards d'euros de résultats nets. Oui, et vous avez vu Moody's qui décide de rétrograder la note de la Société Générale et du Crédit Agricole. Standard & Poor's l'avait déjà fait il y a de cela quelques semaines. C'était complètement acté par le marché et je vous rappelle que vous passez de 19 sur 20 à 18 sur 20, ce qui ne change pas intrinsèquement les choses. Premier point. Deuxième point, je vous rappelle que concernant la Société Générale, puisque vos économistes, entre guillemets, qui ne sont que des pyromanes au mieux et des incompétents au pire, quels sont les engagements, Monsieur Simoneau, quels sont les engagements de la Société Générale, puisqu'on en parle, auprès des PIX, les 5 pays d'Europe du Sud? Quels sont les engagements globaux en milliards d'euros? Monsieur Simoneau, on vous interpelle, là, oui, c'est à vous. Je vais répondre. Répondez, monsieur Simoneau. J'entends bien l'argument, c'est de dire que la Grèce... Quels sont les engagements? Pèse très peu dans le bilan des banques et que quel est le montant des engagements? L'ensemble, c'est ça l'argument. Mais quel est le montant? Puisqu'elle pèse si peu, eh bien sortons la Grèce de l'euro. Quel est le montant des engagements de on nous dit d'un côté que c'est peu de choses, et d'un autre côté, c'est dramatique si on sortait la Grèce de l'euro. Il y a une contradiction dans ce discours. Attendez, est-ce que je peux donner juste un chiffre? Oui. Antoine et monsieur Simoneau. Je vous le donne. 42,3 milliards d'euros, c'est la somme des prêts des banques françaises à la Grèce. Je vous parle de la Société Générale, monsieur. Je vous donne un chiffre. Je peux répondre? Est-ce que je peux répondre? Oui, attendez, les uns après les autres. Antoine, monsieur Simoneau, donnons la parole à Antoine. Bien sûr, Antoine. Non, mais voilà, sinon il n'y a plus de débat possible, je suis au téléphone, donc j'ai un point faible. Non, mais tout le monde est au téléphone, alors je vous rassure. L'ensemble des engagements des banques françaises, c'est 55 milliards. Je suis d'accord avec ça. L'ensemble des engagements de la Société Générale, c'est 5,6 milliards. Son exposition à la Grèce, c'est 1,6. Provisionné déjà pour 500 millions. Pour 40 milliards de fonds propres. Pour une machine qui dégage 4 milliards de résultats. Quand bien même la moitié des engagements de la Grèce serait provisionnée, c'est un trimestre de résultats de la Générale. Qu'est-ce que vous dites, monsieur Simoneau? Attendez, Antoine, on va laisser répondre monsieur Simoneau. Oui. Monsieur Simoneau, qu'est-ce que vous répondez à ça? En gros, Antoine, attendez pas. On fait de la Grèce.
La question n'est pas de savoir ce qu'on fait la Société Générale. Ah oui, attendez, monsieur Simoneau, la question, elle était aussi ça. Il y a la Grèce, mais il y a, est-ce que tout ça aura des, attendez, est-ce que tout ça aura des conséquences, sur notre système? Ce qu'on a sur la Grèce, c'est aussi un doute qu'on a sur l'Italie, où là, les engagements ce n'est pas la Grèce, sont beaucoup plus grands, et sur l'Espagne, etc. Donc il faut retrancher la Grèce, il faut couper le membre malade de l'Europe. 8h24, il est 8h24 sur Sud Radio. On va continuer ce débat, d'autant que je vous l'annonce, il y a un banquier qui, lui, a du courage. C'est le patron des banques Pouyanné. Il s'appelle Christian Pouyanné, c'est son nom. Et il nous dit, moi, je suis banquier, je vais venir m'expliquer sur votre antenne. Bravo, Christian Pouyanné. On se retrouve juste après ça. Sud Radio. 7h, 9h. Ménard en liberté. 36-28, vous dites Sud Radio et vous essayez de répondre avec nous à cette question. Vous nous faites part de vos témoignages, de vos envies, de vos craintes, de vos espoirs. Peut-on faire confiance à nos banquiers? Est-ce que vous faites confiance, vous, à votre banquier? Alors voilà, j'en ai un de banquier. Christian Pouyanné, bonjour. Bonjour. Alors vous avez compris que je n'arrête pas de faire de la pub pour votre banque. Parce que vous êtes le seul qui avait le courage de répondre à nos questions. C'est incroyable. Pourquoi vos grands collègues, là, ils se taisent, ils se terrent? Ah, écoutez, je peux pas parler à la place des autres. Je m'en doute. Je sais pas qu'ils se taisent ou pas. Moi, je peux parler de moi ou de mon établissement, mais je peux pas parler des grands réseaux bancaires qui ont des logiques qui sont pas du tout les mêmes que les nôtres. Nous, on est une petite banque de famille qui, peut-être la plus petite de France, où il y a 75 personnes, qui a 12 agences, qui est installée sur la Dour. Ouais. Donc Béarn, Pays Basque, Bigorre, et qui en fait a 110 ans bientôt. Donc vous voyez, et notre slogan depuis le 2008, c'est Banque Pouyanné, le banquier simplement. Et justement, alors le banquier simplement, je voudrais lui poser quelques questions. Est-ce que vous avez parmi vos clients des gens qui arrivent et qui vous disent leurs inquiétudes, qui ont peur pour leurs économies? Et qu'est-ce que vous leur répondez alors? Alors, parmi nos clients, on n'en a pas trop parce qu'ils ont très confiance en nous et qu'on est extrêmement proche de nos clients vu la taille de notre établissement qui est tout petit. Par contre, nous avons des gens qui viennent de l'extérieur et qui, un peu comme en 2008, et qui viennent nous dire, ouais, nous, on veut venir chez vous, etc. Ah, ça veut dire que vous avez des clients qui arrivent chez vous parce qu'ils partent des gros mastodontes de la banque. Oui, et puis je pense qu'ils veulent aussi diviser leurs risques. Donc, vous savez que vous n'êtes pas sans ignorer, puisque vous faites un débat sur les banques, il y a un fonds de garantie qui existe. Jusqu'à 100 000 euros. Sinon, il faut aller dans une autre banque. 100 000 euros par établissement. Voilà, absolument. Donc, en fait, du coup, il y a des gens qui veulent le diviser. Bon, je crois qu'aujourd'hui, il y a un peu un affolement. Là, je suis dans un taxi, vous voyez, à Paris, et je viens de voir que vous avez, oui, les notes Moody's, vous avez vu qu'ils ont dit. Le a été abaissé, mais bon. Et le Crédit Agricole aussi, aussi. Mais attendez, Christian Pouyanné, est-ce que vous comprenez la crainte des gens? Vous dites, c'est une espèce de psychose, parce que il y a des gens qui m'ont accusé tout à l'heure moi-même de participer à cette psychose. Oui, je pense que par certains côtés, la communication instantanée qui est faite et avec les médias, les nouveaux médias, Internet, etc., accélère un peu ce processus. Je pense qu'il ne faut pas non plus s'affoler. Alors, je ne peux pas trop parler, évidemment, sur les grands établissements bancaires qui ont des bilans extrêmement complexes et qui sont difficiles à décortiquer, et, en tout cas pour le commun des mortels. Donc, je ne peux pas me prononcer par rapport à ça, mais vous, par exemple... Les grands établissements bancaires ne peuvent pas se casser la figure comme ça. Donc, il faut pas faut rester prudent. Et Christian Pouyanné, ça fait quand même des mois et des mois qu'on nous raconte, mais attendez, la Grèce, elle peut pas se casser la figure, il y aura toujours les autres pays européens. Il y a des mois et des mois qu'on nous dit, mais l'euro, personne ne sortira de l'euro, il n'y a pas de problème de l'euro. Vous avez vu aujourd'hui où on en est? Vous avez vu? Alors vous comprenez que les gens, ils se disent peut-être qu'on nous raconte des bobards. Voilà, des bobards. Oui, vous avez pas tort, mais après, le problème de la Grèce, c'est un problème extrêmement compliqué. Moi, personnellement, je ne veux pas me prononcer là-dessus parce qu'on est en macroéconomie, que c'est des sujets... très compliqués, mais moi, je prononce pas là-dessus. Je me dis simplement, on nous raconte des choses et après, on nous dit le contraire. Voilà, moi, je peux parler sur ce que je connais. Je suis pragmatique. Moi, je sais que j'ai des clients qui me font confiance. J'ai des clients à qui j'ai fait des crédits. J'ai des excédents de ressources aussi, et j'ai des ratios par rapport à la Banque de France, puisque la Banque de France exige et suit quand même les établissements bancaires d'une manière... Bien sûr, sur vos fonds propres. Voilà.
Donc nous, on a des ratios par rapport à nos fonds propres qui sont excellents, qui sont bien sûr supérieurs à ceux de tous les grands établissements. On a une gestion. Alors écoutez, donc on fait la démonstration, si vous voulez, depuis très longtemps, qu'une petite banque peut parfaitement bien vivre dans un système où en apparence, il n'y a que des gros mastodontes qui peuvent exister. Je crois qu'il faut comprendre que la vraie question qui est en train de se poser vis-à-vis des banques, c'est en France, on a des banques qui font à la fois de l'activité de détail. Donc on l'a dit, et de la spéculation, et peut-être il faut séparer les deux. Voilà, et la spéculation, je sais pas, mais la banque... Ouais, c'est ça. En tout cas, ça s'appelle. Ouais, donc, ça va, c'est la même chose. Je fais de la banque de détail. Donc, et vous êtes le banquier à côté de chez moi qui me rassure que je peux aller voir, qui me donne une réponse et tout. Christian je suis un banquier aussi d'entreprise, c'est-à-dire que... Eh oui, parce que les entreprises, elles ont besoin d'argent. Elles ont besoin... 70% de notre chiffre d'affaires à nous et si vous voulez, sur l'entreprise. C'est-à-dire que... Voilà, allez-y. Christian Pouyanne, je voudrais vous faire entendre quelqu'un d'autre. Alors là, c'est, si j'ose dire, le représentant des gros. Jean-Paul André, vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour Jean-Paul André, vous êtes le délégué régional du comité des banques du Midi-Pyrénées. En gros, vous êtes le représentant de l'Association française des banques dans la région Midi-Pyrénées. La Banque Pouyanne fait partie de la Fédération bancaire française. Voilà. On en fait partie. Un adhérent parmi les autres. Absolument. Voilà, mais alors qu'est-ce que vous dites, vous qui représentez pas que les petites banques comme la Banque Pouyanne, mais aussi les gros, qu'est-ce que vous dites à tous les gens qui depuis ce matin nous disent on n'a pas confiance dans les banques? Vous avez vu 48% des Français qui doutent de la solidité de vos banques, Jean-Paul André. Et vous avez vu, c'est alimenté tous les jours, pas que par la presse. Ce matin, Moody's qui abaisse la note de la Société Générale et du Crédit Agricole. Il y a de quoi être affolé quand même. Qu'est-ce que vous leur répondez, Jean-Paul André? Je crois que on vit dans un climat de psychose, comme on le disait tout à l'heure, qui est pas rationnel, depuis plusieurs semaines. Tout d'abord, la baisse de la note Moody's était attendue depuis plusieurs mois. Ça fait plusieurs mois que Moody's a dit qu'il mettait en examen ces notes de façon négative. Enfin, vous voyez l'effet psychologique que ça va avoir, monsieur André? Ça va avoir un effet psychologique terrible. C'est pas la première fois que ça se produit. Ça fait partie de la vie des affaires et de la vie économique, j'allais dire normale. On traverse une époque, un moment extrêmement tourmenté. Attendez, Jean-Paul André, c'est pas un peu lénifiant tout ce que vous nous dites là? Est-ce que vous croyez que vous allez convaincre quelqu'un, le quidam, me convaincre moi, en me disant, mais attendez, vous faites du mauvais sang pour rien, mais Jean-Paul André, on voit la crise quand même, non? Mais Dieu dit que nous vivons une époque extrêmement tourmentée et assez exceptionnelle, il est vrai, mais je crois qu'il ne faut pas ajouter la panique à la crise. Mais attendez, Jean-Paul André, on n'ajoute rien du tout. On voit bien que les banquiers nous disent une chose, que les politiques essayent de nous rassurer, et que tous les matins, on voit une mauvaise nouvelle de plus. Écoutez, je ne dis pas que les nouvelles sont bonnes, je dis que les éléments objectifs de solidité du système bancaire sont favorables. En 2008, on a rencontré un problème de liquidité, c'est-à-dire que les banques n'arrivaient pas à se refinancer. Absolument. Bon, ce problème de liquidité ne se pose pas dans cette année du tout de la même façon, puisque M. Trichet l'a rassuré. L'a redit et tout. Jean-Paul André, attendez, Jean-Paul André, j'entends ce discours. C'est un discours qu'on nous sert depuis des semaines et des semaines en disant ne vous inquiétez pas. On va en reparler surtout, on va en parler avec nos auditeurs. Vous allez leur répondre. Aujourd'hui, à l'heure qu'il est, il est exactement 8h41 et vous êtes sur qui? Sur Sud Radio. Le dire, mais agir. Ménard en liberté sur Sud Radio. 8h44 sur Sud Radio, vous avez encore quelques minutes, mais dépêchez-vous pour nous dire ce que vous pensez de la question dont nous débattons aujourd'hui. Peut-on encore faire confiance à nos banquiers? Et donc, faites-vous, confiance à votre banquier? Êtes-vous partie prenante des 48% des Français qui doutent de la solidité des banques? Êtes-vous partie prenante? Êtes-vous des 16% des Français qui ont décidé, qui ont pensé déjà à placer leur argent dans un autre établissement que le leur?
Je vous attends, 36 28. Vous dites Sud Radio et vous êtes en direct avec nous. Alors on va continuer avec nos auditeurs parce que c'est à eux qu'on veut donner la parole. Jean-Marie, bonjour Jean-Marie. Bonjour de nouveau, oui. Alors Jean-Marie, vous êtes-vous inquiet pour votre épargne? Il y a une inquiétude, bon, que pour l'exprimation de ma valeur intellectuelle, elle est élémentaire. Mais je ressens en moi quand même cette souffrance que il y a un malaise au niveau des banques que j'essaie de comprendre. Ça m'est difficile, mais je comprends quand même le fond. Ma façon de penser, peut-être, elle est peut-être un peu basse, mais enfin, je m'exprime. Pas basse, écoutez, Jean-Marie, on vous a entendu tout à l'heure, vous n'êtes pas basse, vous avez votre point de vue. Très bien. Bon, je vous en remercie. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, je pense que on va employer le mot, je suis d'un tempérament philosophique oui. assez élevé. Est-ce que ce n'est pas une révolution de tout l'ensemble du système bancaire? Une remise en état du système bancaire. Jean-Marie, je l'entends, je voudrais qu'on discute maintenant avec Sylvie. Sylvie? Oui. Alors vous, c'est simple, vous faites pas confiance aux banques? Ah, pas du tout. Même aux petites banques, vous avez entendu tout à l'heure notre ami? Ben, je ne connais pas de petites banques. Donc, il y en a quelques-unes. Mais les grosses, vous leur faites plus confiance, vous? Ah non, plus du tout, puisque j'ai été escroquée avec d'autres personnes sur Roche par une banquière. Qu'est-ce que ça veut dire escroquer? Racontez-moi. Alors, elle a fait des virements de nos comptes sur ses comptes et pendant 3 ans et ça ne s'est pas vu. Oui, mais attendez, ça, Sylvie, c'est une escroc, c'est pas le système bancaire, vous êtes d'accord? Est-ce qu'aujourd'hui, vous craignez le système bancaire en tant que tel? À ce jour, la banque ne répond pas, nous aide pas du tout dans les démarches, ça fait 9 mois que ça dure, ils ont fait l'autruche, voilà quoi. Donc s'ils étaient vraiment transparents comme ils disent, si vraiment il n'y avait pas de problème, ils auraient dû réagir. Mais ça c'est pour votre affaire si j'ose dire, et je comprends que c'est ça ce qui vous préoccupe. Évidemment, c'est ce qui doit vous préoccuper. Mais aujourd'hui, sur la solvabilité de votre banque, vous vous posez des questions? Est-ce que vous êtes dans les presque 50% de Français qui doutent, qui disent « Oh, mais attendez, qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce que ma banque me garantit de retrouver mon argent ?» pour parler simplement. Mais tout à fait. Je crains vraiment l'univers bancaire, oui. Vous êtes inquiète? Tout à fait. Vraiment, mais vous êtes prête à quitter votre banque? Oui. Et vous iriez où? Où vous iriez, Sylvie? Justement, je cherche une solution. Eh oui, mais on est comme vous. Moi, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait quand on a de l'argent à sa banque, dans sa banque, on le met où si on veut partir de la banque? Eh bien, voilà, il faudrait, ou on en a assez et on investit, ou alors on en a pas assez et puis on essaye de trouver d'autres solutions. Attendez, puis tout à l'heure on le disait, Sylvie, on a tous des prélèvements tous les jours, le loyer, le DF, enfin que sais-je encore. Et ça, si on n'est pas dans une banque, c'est une catastrophe. Comment on va pas payer en liquide? Eh bien, le problème qu'il y a, c'est que même en payant en liquide, on n'est pas certain d'avoir la preuve qu'on a payé. En fait, ça devient un cercle infernal. On ne sait pas comment on va faire, comment on va réagir, voilà, on ne sait pas. Écoutez, je vous propose d'entendre, je dirais, une spécialiste, une consoeur. Bonjour Irène. Inchospé. Vous m'entendez, Irène? Oui, je vous entends. Vous entendez. Alors, vous êtes à côté de François de Closets. Pourquoi je dis à côté de François de Closets? Parce que vous avez signé ensemble un livre remarquable. Je le dis remarquable. Il faut le lire, enfin, on comprend quelque chose qui s'appelle L'échéance. Non, si vous avez trouvé que c'était nul, je vous aurais dit, il est nul, ce livre, mais non, il est très très bien. Vous avez signé quelque chose où on comprend enfin quelques éléments de ce qui nous paraît bien mystérieux. Irène, qu'est-ce que vous répondez aux gens? Vous avez entendu globalement, les gens, nos auditeurs qui appellent depuis 7 heures ce matin, ils sont tous inquiets, à de rares exceptions près. Ils se disent, mais attendez, les économies, on va les retrouver ou pas? Ils ont raison ou pas? Qu'est-ce que vous en dites avec François de Closets, vous, de ça? Vous êtes une spécialiste. Vous travaillez à Challenge, qui est un magazine sur ces questions économiques. Oui, écoutez, moi je comprends tout à fait l'inquiétude de vos éditeurs. Elle me paraît tout à fait légitime. Parce que la crise que traversent nos banques françaises, c'est une crise grave, et puis c'est l'équivalent à une crise des subprimes, si vous voulez,
puisque les subprimes, ça consiste à prêter, comme aux États-Unis, à quelqu'un dont on sait qu'il peut pas rembourser, mais on se dit qu'on se récupérera sur autre chose. Et c'est exactement ce qu'ont fait les banques françaises avec des États, notamment la Grèce. Donc elles se doutaient bien qu'elles ne pouvaient pas rembourser, mais soi-disant, elles ne pourraient jamais faire faillite. Donc la crise est grave. Donc je comprends l'inquiétude des auditeurs. Néanmoins, ce que je veux dire, et même sans parler du système de garantie des dépôts, c'est que, imaginons qu'une grande banque soit sur le point de défaillir, ça ne se règle pas par le système de garantie des dépôts. Ça se règle dans la nuit, à l'Élysée, avec Nicolas Sarkozy, Xavier Muscat, son secrétaire général, Michel Pébreau, qui est le vrai ministre des Finances de la France. Et donc, ça se réglera. Donc, est-ce que la France a les moyens d'aller au secours de ces banques comme elle l'a fait au moment de la précédente crise? Elle a les moyens parce que vous savez, aujourd'hui, les capitalisations sont tellement basses. Vous savez, Société Générale, ça vaut 10 milliards en bourse. Si vous voulez en prendre le contrôle, vous mettez 5 milliards sur la table, qu'on peut trouver. Mais évidemment, si on fait ça, moi je pense qu'il faut complètement changer le modèle des banques, comme il en a été question. Et le témoignage de M. Pouyanné est très intéressant, parce que M. Pouyanné, qu'est-ce que c'est sa banque? C'est une banque familiale. Et vous, quand on joue avec l'argent de sa famille ou avec le sien, on fait beaucoup moins de conneries. Donc non seulement il faut couper les banques en deux. Oui, attendez, on vous entend très mal. Je ne sais pas comment où vous êtes. Irène? C'est parce que je suis sur le portable. Ah, et voilà, il faut supprimer les portables. Vive les petites banques et vive le téléphone fixe. Non, mais je disais que, vous voyez, quand on joue avec son argent, je sais pas si vous m'entendez. Oui, absolument, c'est pour ça. Finalement, vous faites un éloge des PME, des petites banques, des gens à visage humain qu'on peut rencontrer, c'est ça que vous me dites? Oui, et puis surtout, qui prennent des risques en sachant ce qu'ils font, parce que c'est leur argent. Eh oui, ils le font avec leur argent, c'est pas pareil. Les grandes banques jouent avec l'argent des autres, donc c'est facile de faire n'importe quoi, à la limite. Qu'importe, c'est l'argent des autres, c'est les autres qui perdront. Quand vous avez des banques familiales ou des banques d'affaires qui sont des sociétés en commandite, là vous prenez des risques avec votre propre argent, et je vous assure que si on imposait ça aux banques, on aurait beaucoup moins de spéculation. Donc il faut changer les modèles. Alors attendez, il y a une solution qui est avancée par les uns ou les autres, c'est est-ce qu'il faut nationaliser les banques? Disons-le, renationaliser les banques. Ou est-ce que c'est une bêtise? Écoutez, moi je pense que si la situation continue à s'aggraver, comme vous l'avez dit, avec dégradation, je pense qu'on sera obligé d'en arriver là. Mais je pense qu'une simple nationalisation, ça suffira pas si on change pas les modèles. Parce que si on change pas les modèles, il faut pas compter sur les banquiers pour changer leur comportement, qui les pousse à prendre des risques insensés et à spéculer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'y a rien à attendre des banquiers? Ah, rien. Ne comptez pas sur les banquiers pour faire quelque chose pour l'intérêt général. Et ils nous racontent effectivement des bobards quand ils disent qu'ils ne travaillent que dans l'intérêt des banques. C'est faux. Vous voyez que la Banque Populaire vient d'être condamnée dans l'affaire Natixis pour avoir mal conseillé. Et vous savez qu'il y a des j'ai vu ça aussi. Qui ont été ruinés. Attends, ils sont pas tous malhonnêtes quand même. Ils sont pas tous malhonnêtes, mais un banquier, si vous voulez, il poursuit son propre intérêt. Et contrairement à ce qu'on dit, son propre intérêt ne contribue pas à l'intérêt général. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut les contrôler beaucoup plus, il faut changer de modèle et il faut leur interdire toute activité spéculative avec les dépôts des clients. Et si on fait pas ça, on s'en sortira pas, même si on nationalise. Merci Irène Inchospé. Je rappelle que vous êtes la signataire avec François Declosé d'un très bon livre qui s'appelle L'échéance. Allez-y, allez l'acheter. Vous comprendrez un peu mieux. C'est expliqué dans les termes que tout le monde comprend. J'ai compris. Tout le monde comprend ce qui se passe. La crise, les banques, la Grèce, tout ça, où souvent on ne comprend rien. Voilà, il est 8h54 sur Sud Radio. 8h54, je vais pas conclure, vous l'avez compris. La seule chose que j'ai compris, moi j'ai compris quelque chose de ce débat. J'ai compris quelque chose, c'est qu'il vaut mieux les petits aux gros, les PME au CAC 40, les petits établissements aux grands établissements. J'en étais convaincu, alors voyez ce que je vous conseille. On va pas faire de la publicité, sinon je vais me faire engueuler en me disant « Ah, tu fais encore de la pub pour les petits, pour telle ou telle banque. » Eh oui, je fais de la pub pour telle ou telle banque. Je voulais vous parler d'autre chose, de tout à fait autre chose avant de rendre l'antenne. De Narbonne, de la sous-préfète de Narbonne. Vous vous rappelez, vous vous souvenez, Marie-Paul Bardèche. Marie-Paul Bardèche, que je n'arrive plus à joindre. Marie-Paul Bardèche ne veut plus nous parler. Marie-Paul Bardèche fuit le débat. Marie-Paul Bardèche fuit les auditeurs. Marie-Paul Bardèche, je n'ose pas dire, ignore, méprise les citoyens. Pourquoi je veux lui parler? Vous vous rappelez de quoi il s'agit? Marie-Paul Bardèche a jugé excessif
le couvre-feu que le maire de Maillac, c'est un petit village pas loin de Narbonne, avait imposé aux gamins de moins de 16 ans. Cette mesure de bon sens, il y avait eu des problèmes, a été rejetée par Marie-Paul Bardèche. Marie-Paul Bardèche pense que non, dans une république comme la nôtre, on peut pas faire ça. Je pense, avec les habitants de Maillac qui étaient favorables à la décision du maire, je pense que quand un maire estime que c'est une mesure comme ça qu'il faut prendre pour protéger les enfants du village, il a raison. Alors, Marie-Paul Bardèche, je vous le dis, je ne vous lâcherai jamais les baskets. Je serai une espèce de chien de garde. Vous m'aurez sur vous jusqu'à ce que vous veniez expliquer ici à nos auditeurs pourquoi vous vous évertuez à vous murer dans le silence. Ça fait partie du mépris qu'on ne supporte plus, que je ne supporte plus, que nos auditeurs ne supportent plus. 8h56, vous êtes sur Sud Radio.